Et juste avant d'accueillir notre invité, le général Didier Tauzin, je me tourne vers Jean-Louis Tremblay qui nous rejoint pour interviewer notre invité. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Et bienvenue sur Tocsin. Merci. Nous allons nous tourner vers le général Didier Tauzin. Bonjour à vous. Alors, je crois qu'on va récupérer le son dans quelques instants. Alors, je vais le présenter, général à la retraite, issu du premier RPIMA, on dit bien comme ça. C'est ça, exactement. Parce que moi, je connais mal ce domaine-là, auteur de nombreux ouvrages, dont ce dernier, donc qu'on va présenter aujourd'hui. Apprends-lui à aimer la France, à en crever, aux éditions Mareuil. Alors, je voudrais commencer par une citation qui est justement celle de ce titre, Apprends-lui à aimer la France, à en crever. Il se trouve que c'est une lettre qu'envoie son père, une lettre très touchante qu'envoie son père à sa mère alors qu'il s'apprête à sauter au-dessus de Dien Bien Phu, et il écrit ces mots-là, ces mots très durs, ces mots très touchants qu'a pu récupérer plus tard le général Didier Tauzin, ces mots donc à sa mère. Je saute ce soir sur Dien Bien Phu, je vais me faire tuer. Fais de mon fils un officier et apprends-lui à aimer la France, à en crever. Voilà une lettre et ces mots qui ont été lus à un garçon de 21 ans et qui donc a peut-être orienté définitivement sa vie. C'est pourquoi il a décidé de choisir ces mots comme titre de cet ouvrage. Bonjour Général Tauzin. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu, j'expliquais, je citais les quelques mots de cette lettre que vous avez décidé de mettre ici en exergue dans votre titre. Pour vous, ça a vraiment définitivement tracé une ligne dans votre vie? Ah oui, ça a beaucoup changé, oui, bien sûr, ma vie. Ceci étant, j'avais décidé d'entrer à Saint-Cyr avant de connaître l'existence de cette lettre. Oui. Et donc... mais surtout, si vous voulez, c'est le souvenir d'enfance le plus lourd et le plus dur que j'ai. Oui. Alors, avant d'aborder tout votre parcours, votre magnifique parcours au service de la France, jusqu'à, et vous allez l'expliquer après, votre démission, je voudrais citer votre avant-propos également, pour donner un petit peu on va dire les deux souvenirs les plus marquants que vous racontez dans cet ouvrage, et bien cette lettre, et puis cette fois-ci où vous sautez, peut-être vous pouvez le raconter vous-même d'ailleurs, vous sautez en parachute et vous risquez. Oui. Bon, ça s'est passé en 1981, j'étais à La Réunion, l'île de La Réunion, je commandais une compagnie parachutiste. Et donc, nous nous entraînions à sauter, bien entendu. Et là, nous avons eu un saut de nuit, une nuit tout à fait noire, sur un terrain tout à fait banal. Il n'y avait pas d'arbres, il y avait des épineux, des cailloux, etc. D'accord ? Et les arbres tout à fait à 300 mètres de la zone de saut, à peu près, mais de part et d'autre, pas sur la zone de saut. Donc, je saute le premier, je passe la porte le premier. Je constate très vite qu'à 300 mètres, donc c'est pas très haut, je constate très vite que mon parachute s'est mis en torche, c'est-à-dire que je tombe comme une pierre. Donc, je fais ce qu'on doit faire à ce moment-là, j'ouvre le parachute de secours, le ventral, et qui se met lui aussi en torche. Alors, pardon, juste une parenthèse, parce que vous racontez ça dans votre livre, vous dites qu'il se met en torche, et le deuxième se met en torche, mais ça peut arriver souvent, ça, qu'ils se mettent en torche? Non, c'est très, 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 très rare. C'est très rare que le dorsal soit en torche. Ça arrive pas souvent du tout, non, ça arrive rarement, mais que les deux parachutes soient en torche, c'est rarissime, vraiment rarissime. Oui, donc déjà pas beaucoup de chance, là. Oui. Non. Et donc là, quand je m'en suis aperçu, il devait me rester peut-être 100 mètres à faire avant de m'écraser au sol, n'est-ce pas? Oui. Et donc là, j'ai prié Saint-Michel, à toi de jouer. Alors, Saint-Michel qui est le saint patron, je le dis pour tout le monde ne le sait pas forcément, oui. des paras. Le saint patron des parachutistes. Et donc, je me suis retrouvé accroché dans des arbres, des fils à eau, qui étaient en bord de la zone de saut, à environ 300 mètres. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, j'ai fait 300 mètres latéralement et je me suis retrouvé dans les arbres. Donc, vous avez été porté par un vent soudain, alors qu'il n'y avait pas de vent, vers 300 mètres plus loin. C'est quand même incroyable. Oui. C'est vraiment de Saint-Michel. C'est vraiment Saint-Michel qui m'a sauvé la vie. Et en plus, si vous voulez, j'aurais dû, dans ces arbres qui étaient tout abîmés, m'écarteler, m'abîmer, etc. Rien, pas une blessure. Je ne savais pas à quelle hauteur j'étais. J'ai pris mon casque, j'ai lâché mon casque et j'ai constaté que j'étais à moins de 50 cm du sol. C'est-à-dire que les arbres auraient été plus courts de 2 mètres. Eh bien, j'avais les jambes enfoncées jusqu'au thorax. Voilà. C'est incroyable. Et ça, je l'ai vécu. C'est un miracle qui vous a marqué pour la suite.
Ah oui, bien sûr, ça marque beaucoup, hein. Mais il m'a quand même fallu quelques temps pour en prendre vraiment conscience, parce que ça bouscule une affaire comme celle-là, voyez-vous, hein. Mais ça m'a forcément marqué. Voilà. Jean-Louis Tremblay. Oui, bonjour mon général. Bonjour, monsieur. Oui, ce livre, bon, je rappelle, ce sont des mémoires, hein, donc ce sont les mémoires du général Tauzin. J'ai beaucoup aimé le début qui s'appelle « D'où je viens », ça c'est très important parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Il y a tout ce paragraphe sur le passé militaire de votre père, Oui. jusqu'au saut sur Dien Bien Phu, et l'épisode terrible qu'on ne rappelle jamais assez en France, dans les cours d'histoire, qui est celui des camps Viet Minh, parce qu'il a été prisonnier. Et on ne le dira jamais assez, mais le taux d'attrition, donc de mort de ces prisonniers qui en seraient restés quelques mois dans les camps Viet Minh a été de 75 ou 80%, je crois, ce qui est quand même Et je crois qu'il était énorme. Supérieur à ceux au taux de mortalité des camps d'extermination. Exactement, supérieur à celui de d'après ce que j'ai lu. Alors qu'on en entend beaucoup moins parler. Exactement. On n'en parle pas du tout. Voilà. On n'en parle pas du tout. Donc c'était lié à quoi cette mortalité? C'était des. Qu'est-ce qui se passait qui faisait que les prisonniers mouraient autant? D'abord parce qu'ils étaient très 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 mal nourris. Hein, quand vous imaginez une boule de riz grosse comme le poing chaque jour. Hein. En plus, comme dans le cas de mon père, passer parfois à travers la fiente de sa cage, la cage dans laquelle il était accroché. Ensuite, la maltraitance, bien entendu, la fatigue terrible due au combat de Dien Bien Phu, pour certains, dont mon père, des blessures très lourdes qu'il a portées toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Plus une ambiance très dure, n'est-ce pas? Et puis il y avait aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, des gens qui étaient tués parce qu'ils avaient refusé, par exemple, la doxa communiste de l'époque, hein, la doxa de ces camps communistes. Parce qu'il y avait un lavage de cerveau terrible, et certains allaient refuser ce lavage de cerveau jusqu'à être assassinés. Alors ce que vous rappelez très justement, c'est que il y avait d'un côté évidemment l'ennemi, donc le Viet Minh, qui combattait pour l'indépendance de son pays. Mais dans ces camps, dans ce système carcéral, les adjoints étaient des commissaires politiques français, c'est-à-dire soit des déserteurs, soit des militants communistes. Et ça, c'est important. Ça nous rappelle l'affaire Boudarel, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et de même qu'il y avait du sabotage à la fois de l'armement, des munitions, des parachutes dans les usines françaises, et tout ça a été fait soit par la CGT, soit par des militants communistes. Alors ça, on ne veut pas le voir, on ne veut plus entendre parler, tout simplement parce que il reste de bon ton, n'est-ce pas, d'être communiste en France. Hein. Ce sont des gens bien. Non, je ne parle pas des personnes elles-mêmes qui sont souvent comment dire, abusées par l'idéologie communiste et par les meneurs communistes, parce que faut quand même voir ça aussi, n'est-ce pas? Mais un exemple, en Indochine, les services de renseignement avaient réussi quand même à savoir que tel soldat, tel parachutiste qui arrivait chez eux, était infiltré par le Parti communiste. Et donc, c'était très dur de jouer, de faire avec des gens comme ça. Et donc, il y avait des communistes partout, à l'intérieur des troupes, comme à l'extérieur. Là, c'était vraiment très difficile. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur, je crois, peut-être le temps fort. On va évacuer cette fausse polémique d'ailleurs sur votre temps de commandement du premier RPIMA et notamment l'opération turquoise au Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point précis qui quand même occupe un certain nombre de pages dans votre livre? C'est effectivement l'opération turquoise, et pas uniquement l'opération turquoise, mais aussi l'opération de l'année précédente, l'opération Birunga, ou bien, comment dire, on l'appelait, peu importe. Donc j'ai fait 2 opérations lourdes au Rwanda. La première, c'est en février-avril 1993,
Et la seconde, c'est turquoise, à l'été 94, juste avant de quitter mon commandement. En février 93, juste après les élections législatives en France, donc nous n'avons plus de ministre de la Défense, puisqu'on arrive, je crois, dans la période de cohabitation. Eh bien, je reçois un appel téléphonique de Paris, de l'officier opération de l'état-major des armées, sur le téléphone crypté, bien entendu, qui me dit: tu pars demain matin avec une équipe pour le Rwanda, et puis tu fais ce que tu peux. Tu n'auras pas d'ordre écrit de ma part. La situation est tellement pagailleuse que tu fais ce que tu peux. Bien, la situation était très pagailleuse en effet, puisque l'armée rwandaise que nous étions censés aider, que nous aidions d'ailleurs depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ans, était en déroute complète. Et en face, les Tutsis, eux, avançaient quasiment sans aucun problème, menaçaient vraiment Kigali. Les expatriés français et autres commençaient à quitter le pays, parce qu'il était à peu près manifeste que Kagame allait s'emparer de Kigali. Donc nous arrivons dans cette situation. Nous étions au total, avec les gens qui étaient déjà sur place et que j'ai récupérés dans mon équipe, nous étions 67 face à 15 000 Tutsis, et derrière nous, une armée en déroute, complètement en déroute. Bien, et donc c'était une gageure terrible. Nous avons très rapidement rassemblé quelques unités de l'armée en déroute, et puis en fait en 2 jours, n'est-ce pas, nous avons arrêté Kagame. En 2 jours, à 67 plus les quelques Hutus que nous avons rassemblés, que les quelques unités, très très peu en fait, nous avons arrêté Kagame. Tout simplement parce que d'abord nous étions vraiment décidés, ensuite nous savions tirer au canon, et puis nous allions là où il fallait, pour frapper. Donc ensuite de quoi, si vous voulez, nous avons bien sûr envisagé ce qu'on appelle la contre-offensive. L'objectif étant de renvoyer Kagame en Ouganda, d'où il venait, et si possible, de le tuer. Eh bien là, Paris nous a arrêtés. Pour quelle raison exactement, je ne sais pas, et Paris nous a arrêtés. Et ça, je considère, et j'ai toujours considéré cela, et je crois que beaucoup de chefs d'État africains ont considéré cela comme une trahison de la France. Et quelque temps après, donc nous sommes rentrés, et puis bien sûr le temps a passé, Kagame a refait ses forces, il y a eu des négociations qui ne servaient à rien, bien entendu. Kagame a refait ses forces, et l'année suivante, il a relancé les combats, il a assassiné le président Habyarimana, et puis donc il a réussi à s'emparer de Kagame et du Rwanda. Et à ce moment-là a éclaté ce qu'on appelle le génocide des Tutsis, n'est-ce pas, qui d'après la presse, n'aurait fait que 600 000 morts ou 800 000 morts, dont 600 000 Tutsis. Or, ce génocide, je sais, par des relations que j'ai encore sur place, qu'il dure toujours. Mais ce ne sont pas des Tutsis qui sont assassinés, ce sont des Bantous, c'est-à-dire la même famille, le même groupe ethnique que les Hutus. Et aujourd'hui, on approcherait des 20 millions de morts, ce dont la presse ne parle jamais. C'est une honte. Bien, et sur les 20 millions de morts, il y a, entre guillemets, attention, c'est que 400 000 Tutsis, ou 600 000. Ouais. C'est toujours beaucoup trop, attention, quand je dis que, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu plus de Tutsis massacrés depuis 1994, n'est-ce pas? Par contre, les Hutus et les Bantous, il y en a eu beaucoup, et personne n'en parle, ce qui est dramatique. Et ce génocide a motivé l'opération turquoise, qui est une opération humanitaire, n'est-ce pas, qui était destinée à arrêter les génocides et puis, si possible, à calmer les choses, bien entendu. Voilà, et cette opération, là aussi, était très dure, mais rien à voir avec celle de 93. Très dure parce que traverser des bois où ça pue la mort, se réveiller sur une fosse commune, ce n'est pas facile du tout. Voilà.
Oui, alors cette affaire, c'est quand même un comble, puisque l'armée française est envoyée au Rwanda pour sauver des vies, ce qu'elle fait d'ailleurs, ce dont elle s'acquitte parfaitement. Et au retour, que se passe-t-il ? Elle est accusée de complicité de génocide. Alors, et toujours par des journalistes qui d'ailleurs n'ont pas mis les pieds sur le terrain. Donc, et ça, je trouve que c'est un peu une constante de ce pays, et c'est très très dommage, c'est l'autoflagellation. Et j'aime bien le passage que vous consacrez à l'Afrique. L'Afrique, c'est votre grande passion, vous y êtes né. Là, vous occupez d'un couvent d'inspiration bénédictine au Sénégal. C'est quand même la grande affaire de votre vie. Et vous dites fort justement que, je vous cite, « Étant donné que depuis 50 ans, la politique française en Afrique est complètement erratique, changeant d'un gouvernement à l'autre, d'un parti à l'autre, et qu'elle navigue donc entre abandon et ingérence, achat des consciences des responsables politiques africains et trahison, nos amis de nos anciennes colonies, de plus en plus dégoûtés, seront bientôt tous affidés à la Russie, à la Chine ou aux États-Unis. » Et c'est exactement ce qui se passe. Ça s'est passé au Rwanda, parce que derrière, il y a les intérêts anglo-saxons, derrière les Tutsis, derrière Kagame. Mais ça se passe actuellement aussi dans le Sahel, la bande sahélienne, avec notre éviction méthodique, systématique de notre ancien précaré. Je pense au Mali, au Niger, au Burkina. Et à chaque fois, on a une presse qui prend le parti, par exemple dans ces putschs qui renversent des gouvernements qui étaient alliés à la France. Et on a une presse française, souvent d'ailleurs du service public, je pense à France 24 ou à Radio France, qui tient des propos anti-français et qui justifie notre grand dégagement de l'Afrique. Alors, comment pouvez-vous expliquer ça ? Comment expliquer ça à un terme militaire ? C'est de la trahison, tout simplement. C'est de la trahison, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui, en France, trahissent la France. Pardonnez-moi de changer un peu de sujet, mais c'est très proche. La politique, qu'est-ce que c'est la politique ? Depuis Platon et Aristote, la politique, c'est le service du peuple. Le service du peuple. Qu'est-ce que c'est que devenu la politique ? C'est l'asservissement du peuple à des objectifs idéologiques au profit de partis dont les membres se comportent comme des colporteurs, comme des commerciaux, et pour lesquels nous sommes un marché. Voilà. Eh bien, ces gens-là se sont comportés comme ça aussi avec l'Afrique. Il faut bien noter que, et donc il y a des répercussions nécessairement sur les médias, en particulier les médias subventionnés. Ça ne peut pas être autrement, n'est-ce pas ? Quand le chef n'est pas au service du peuple, mais met le peuple à son service, eh bien, tout ce qu'il dirige se sert du peuple. Et pour l'Afrique, c'était la même chose. Il ne faut pas oublier qu'avant l'indépendance, nos colonies nous coûtaient beaucoup plus cher qu'elles ne nous rapportaient. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles le général de Gaulle a décidé de leur donner l'indépendance. Alors que ces peuples-là ne demandaient pas, bien sûr, il y avait des groupuscules qui demandaient l'indépendance, c'est évident, qui étaient manipulés par les Américains, par les Soviétiques à l'époque surtout, d'accord ? Mais ces pays-là ne demandaient pas l'indépendance. Je crois d'ailleurs qu'au moment des votes pour l'indépendance, il y en a un ou deux pays qui ont demandé à devenir département français d'outre-mer. Je témoigne du fait que, ayant été moi-même garde du corps du président Houphouët-Boigny, qui était un grand monsieur, qui aurait pu être mon grand-père, il me disait, mais on devrait bénir la colonisation jusqu'à la fin des temps. Sans vous, on continuerait de se faire la guerre entre deux villages distants de 15 km. Vous avez apporté une paix relative, une paix, vous avez asséché des marais, vous avez irrigué des déserts, etc., fait des écoles, etc. J'ai dit au général, l'indépendance, oui, mais pas tout de suite, dans 50 ans, disait-il. Ça, c'est en 75. Voilà. Donc, nous nous sommes comportés avec l'Afrique tout simplement très mal, tout simplement parce que la racine, pour moi, c'est le fait qu'en France, la politique n'est plus service de la France et des Français. Oui, alors justement, en parlant de politique, je voulais vous poser une question à ce sujet, qui est en fait une question, j'imagine, que se posent tous les militaires tous les jours. Comment peut-on être le bras armé d'un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord ? Et jusqu'où peut-on
où doit-on aller en tant que militaire quand on a cet engagement-là? En général, quand on est militaire, c'est pour servir la France et pas pour servir un gouvernement et pour servir des intérêts, comme vous l'avez dit, qui se retournent contre leur propre peuple. À quel moment les militaires peuvent-ils agir et comment? Première question. Et deuxième, on va aller sur votre parcours. Vous avez justement en 2018 signalé que vous étiez prêt, d'une certaine façon, avec d'autres généraux, à remplacer Emmanuel Macron. C'était pendant les Gilets jaunes. Et puis ensuite, vous êtes présenté, évidemment, comme candidat. Vous n'avez pas réussi à récupérer le nombre de signatures nécessaires. Mais ce qui prouve que justement, vous avez peut-être acté le fait que l'armée ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Alors, quand on est militaire d'active, on a un contrat avec l'État et surtout, nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants de l'engagement dans lequel nous sommes. Par exemple, je relate un coup d'État qui, d'un point de vue politique, je l'ai constaté plusieurs années après, non seulement ne se justifiait pas du tout, mais au contraire était injustifiable. Il n'aurait pas dû avoir lieu. Mais quand on est militaire, on n'a pas les tenants aboutissants de tout ça. Parfois, on a quelques visions et donc quelques vues, je veux dire, plus précises. Et personnellement, ça m'a amené un jour, plusieurs fois, d'ailleurs 3 fois au moins, à désobéir. En opération, au Rwanda. Chaque fois, c'était au Rwanda. Et j'ai même pensé à un moment me faire, rapatrier disciplinaire, casser, vider de l'armée, etc. Non, j'étais décoré. Ça prouve qu'au bout du compte, j'avais raison. Mais il faut avoir la perception fine de ce qui nous est demandé. Et ce n'est pas évident. Oui. Par exemple, en 93, encore au Rwanda, quand nous avions tout organisé pour renvoyer Kagame en Ouganda et éventuellement le tuer. Tout organisé, tout était prêt. Et nous avions, à mon avis, au moins 90% de chances de réussite. Pareil, il nous a dit d'arrêter. Mais l'ordre était dit de telle façon que, en fait, j'avais le choix. Mais j'étais dans une situation, j'étais sur le terrain, moi. Sur le terrain, on en prenait plein la figure. On se faisait tirer dessus tous les jours. Je n'avais pas l'appréciation politique, stratégique nécessaire pour prendre la décision. C'était pas à moi de prendre la décision. Et donc, avec les avis que j'ai pris, j'ai fini par dire, bon, d'accord, on ne poursuit pas Kagame. Et je l'ai beaucoup regretté. Je l'ai beaucoup regretté parce que peut-être le génocide n'aurait-il pas eu lieu, je n'en sais rien. Je l'ai beaucoup regretté, mais je l'ai fait en conscience. Je ne me sens pas fautif d'avoir pris cette décision, pas du tout. Donc vous considérez que finalement on peut rester dans l'armée et... Alors je suis désolé, il y a un écho, on vous entend en écho, je ne sais pas si vous pouvez baisser éventuellement le son de retour de votre ordinateur. Mais bon, vous considérez que finalement on peut être dans l'armée et obéir en conscience. C'est-à-dire on peut refuser d'obéir à un moment donné quand on considère que la mission ne va pas dans le sens de l'intérêt général de la France, par exemple. Alors moi, je considère ça comme un devoir. Mais encore faut-il que la rébellion, entre guillemets, envahisse l'enjeu. Quand j'ai fait ça au Rwanda, c'était sur un sujet que certains considéreront comme mineur, mais que pour un chef militaire sur le terrain, c'était un sujet majeur. On m'avait demandé d'envoyer une patrouille en Ouganda, dans un pays où il n'y avait pas un seul blanc, pas un seul français, avec des garçons dont très peu parlaient l'anglais, aucun ne parlait la langue locale. Donc, ils avaient toutes les chances de se faire tuer. Et en plus, d'un point de vue strictement opérationnel, cela ne se justifiait pas. Donc, j'ai refusé. Mais ça, c'était au niveau du colonel sur le terrain. D'accord. Et le général hors du terrain, le général qui a décidé d'enfiler, on va dire, le gilet politique, la casquette politique, quand vous avez justement d'abord annoncé que vous pouviez remplacer Emmanuel Macron, quand vous vous êtes présenté, c'est justement parce que vous avez réalisé que l'armée ne pouvait pas continuer d'obéir à des gouvernements qui eux-mêmes sont, entre guillemets, détournés des objectifs initiaux, on va dire.
Alors, madame, il faut bien ne pas oublier quand même que je suis en retraite. Oui. Je suis en retraite de l'armée. Donc, j'ai retrouvé ma liberté d'expression, ma liberté d'action, etc. Comme tout citoyen. Et ce n'est pas comme général d'active que je dis cela ou que je l'écris. Et il appartient aux généraux d'active, aux militaires d'active de décider eux-mêmes de ce qu'ils ont à faire. Euh, il est clair que nous avons comme officiers, comme militaires en général, d'ailleurs il n'y a pas que les officiers, un devoir à l'égard de la France qui dépasse tous les projets d'avancement, les projets professionnels, etc. Ça n'a aucun intérêt tout ça quand l'avenir de la France est en jeu. Mais pour les gens d'actifs, ce n'est pas à moi de décider. Moi, j'ai décidé à titre personnel, comme général en retraite, de m'engager en politique. En 2013, c'était l'issue d'une manif pour tous. C'était la première manif et la seule d'ailleurs manif à laquelle j'ai participé de toute ma vie. Là, avec un camarade, nous avons compris que la France partait vraiment à la dérive. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On a fait tuer des gamins de 20 ans pour notre pays, on ne peut pas rester comme ça. Donc nous avons réfléchi et j'ai écrit, ça s'est terminé par l'écriture de 4 livres politiques, et puis, des petits livres. Et puis l'engagement. Un jour, une équipe s'est formée autour de moi, alors que je ne l'ai même pas cherché, je ne l'ai même pas suscité. Et donc, dans cette équipe, quelqu'un me dit un jour, bon, mon général, il faut y aller, il faut vous présenter à la présidence. Donc, c'était un petit peu l'Himalaya pour quelqu'un qui ne sait pas monter les montagnes, n'est-ce pas? Et puis, je me suis lancé. Voilà. Et c'est une aventure très lourde, très forte, fantastique, mais pour le seul service de la France. Parce que, vous savez, ce monde-là, le monde politique, franchement, m'exaspère de plus en plus. Ce sont des gens qui ne sont plus du tout au service de la France. Il y en a quelques-uns, bien entendu, qui sont très très bien, qui sont remarquables et qui sont amoureux de notre patrie et qui sont prêts à donner leur vie, à servir la France et qui sont engagés pour... Ils sont très peu nombreux et ils sont marginalisés. Tous les autres sont noyés dans un parti politique qui a une ou plusieurs idéologies à nous vendre, et donc ils ne font pas de la politique, ils font du commerce. Oui. Et nous avons le prix. Oui. Jean-Louis Tremblay, vous voulez ajouter une question? Oui, alors il faut rappeler que vous avez été candidat à la candidature en 2017, mais que vous n'avez pas réuni les 500 signatures nécessaires. Donc ça, c'est pour que nos auditeurs comprennent bien la situation. Est-ce que vous comptez rééditer cette opération? Et qu'est-ce que, concrètement, puisque vous étiez prêt à vous lancer dans le combat pour l'accession à la magistrature suprême, qu'est-ce que vous, concrètement, en tant qu'ancien général, ancien membre, qui plus est des forces spéciales, vous avez commandé des hommes, vous avez assumé des décisions difficiles. Actuellement, vu l'état de la France, qui est quand même assez catastrophique, qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Alors, là, il y a plusieurs questions en une, là, quand même. Donc, c'est comme la politique, c'est compliqué. Oui, exactement, oui, c'est très compliqué, oui. Surtout quand on veut la rendre compliquée, parce que sinon ça pourrait être moins compliqué. Donc 2017, oui, j'étais candidat à la candidature, comme vous dites. Je voudrais, relater très rapidement une affaire. En décembre 2016, donc, nous avions récolté à peu près 250 promesses de parrainage. En janvier 2017, donc, François Fillon connaît ses déboires, il est obligé de quitter la course, n'est-ce pas? Dans la même semaine, je reçois plusieurs appels, 5 de députés et sénateurs, avec qui je reste une demi-heure au téléphone. Chacun me promet 50 parrainages dans sa circonscription, ce qui est le maximum légal, ce qui fait 250 d'un seul coup. C'est énorme. Et puis, il y en a deux qui me demandent, Général, accepteriez-vous d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen? Étant force spéciale un peu fou, donc je dis oui, bien sûr. Je me doutais qu'il y avait des conditions derrière, mais je n'ai pas demandé. Quelques jours après, j'arrive en province, en Bretagne, pour rencontrer des maires. Le téléphone sonne, et puis un camarade, un ami, enfin un camarade,
avocat au barreau de Paris, qui me dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais, tu viens chez nous. Chez vous? Oui, et il m'invite dans une société secrète. C'est-à-dire? J'ai aussitôt refusé, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Hein. Soit on est au service du peuple souverain, soit on est au service d'une société secrète. Alors, société secrète, vous entendez quoi? Une loge maçonnique? Vous savez, il y a diverses choses parmi les sociétés secrètes. Il y a des loges maçonniques, mais il y a autre chose aussi, etc. Mais ce sont des gens qui manipulent l'opinion, qui manipulent les partis politiques, qui manipulent les politiciens, les hommes politiques, au profit de leur idéologie, et parfois aussi pour de l'argent, bien entendu, mais qui n'ont pas l'intérêt général, le bien commun national comme objectif. Or, la seule motivation d'un homme politique digne de ce nom, c'est le bien commun, c'est le service de la France et des Français, et non pas le service d'une idéologie d'un parti politique. Mais seulement là, vous voulez dire que ces sociétés secrètes dont vous parlez, sans nous dire si vous parlez de la franc-maçonnerie ou pas finalement, c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir vos signatures par exemple? Eh bien, la preuve en est que... la preuve, je n'ai pas la preuve. Non, je n'ai pas de preuve. Mais aussitôt après avoir dit non à cette parade, eh bien, les portes se sont fermées. Je devais rencontrer 100 maires en Bretagne, j'en ai rencontré 10, le jour même et le lendemain matin, puisqu'ils n'ont pas pu se débiner, si je peux dire. En Bretagne, j'espérais avoir une centaine de parrainages, j'en ai eu aucun. Et puis, au terme de la course, si vous voulez, j'ai eu 84 parrainages officiellement, ce qui m'a étonné. Donc, dès que l'apparition officielle, j'ai appelé des maires qui m'avaient promis leur parrainage. Mais oui, mon général, je vous ai parrainé, c'est sûr. Et bien, on ne trouvait pas leur nom sur la liste. On a même retrouvé le nom de l'un d'entre eux sur la liste de M. Poutou. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre démocratie. Il reste encore une démocratie. Oui. Alors ensuite, continuer maintenant. Pourquoi je ne suis pas reparti en 2022 ? Comme certains me le proposaient, me le demandaient, y compris les Gilets jaunes d'ailleurs. D'ailleurs, à leur demande, j'avais commis une petite lettre aux maires pour prendre la température. Et en 15 jours, je crois, sur 10 départements à peine, ils ont récolté une centaine de promesses. C'était pas mal quand même. Donc pourquoi j'y suis pas allé? Tout simplement parce qu'il y a eu la bombe médiatique de Zemmour, et qui a empêché quasiment toutes les autres candidatures hors des grands partis. Voilà. J'ai essayé de m'entendre avec Zemmour, ça n'a pas été possible. D'accord. Et dernière question, Général Tauzin, concernant finalement la figure, on va dire, du général ou de ces anciens généraux en général qui peuvent faire rêver parfois les Français qui se disent on aurait besoin d'une figure, on va dire, un peu plus autoritaire ou peut-être voilà, qui porte des valeurs. Est-ce que vous comprenez justement cet appel du peuple qui se dirigerait vers un général ou un ancien de l'armée et qui considère l'armée ou en tout cas les valeurs de l'armée comme un dernier recours? Bien sûr que je considère, bien sûr que je comprends ça donc, complètement. Et je participe moi-même, c'est-à-dire que j'ai la même appétit, parce que, encore une fois, nos hommes politiques ne sont plus au service de la France. Or, la vocation d'un soldat, qu'il soit caporal ou général, c'est de servir la France. Bien sûr, il y a toujours eu quelques-uns qui ont plutôt trahi leur vocation, mais c'est rare, voyez-vous, c'est rare. Donc, je comprends cette aspiration du peuple de France. Eh bien, je dirais que c'est à lui de le demander en avant. Après tout, c'est le peuple souverain. Oui. S'il veut un général pour rétablir la situation, qu'il le fasse savoir et qu'il le décide. Je n'appelle pas du tout à la manifestation, je n'appelle pas du tout à la révolution, jamais, bien au contraire. Et j'ai toujours progressé. On m'a demandé des dizaines de fois de faire un coup d'État. J'ai toujours refusé et je refuserai encore et je refuse d'en prendre les moyens. D'accord ? Pas de violence, le moins de violence. Pardonnez-moi, j'ai participé à 4 guerres civiles sur le terrain, madame. C'est horrible. Je prie tous les jours pour que cela n'arrive pas dans mon pays à moi.
hein. Et donc, il faut, dans toute la mesure du possible, faire Prendre le pouvoir, mais autrement. les choses de manière calme, sereine, sans violence. Il est impossible d'avoir quelque chose qui soit radicalement sans violence. Il y en aura toujours un petit peu, mais le moins possible. Le moins possible. Donc ça, c'est au peuple de France. C'est lui le peuple souverain. Hein, voilà. Alors bien sûr, il n'a plus de souveraineté que le mot, hein, parce que cette souveraineté lui a été volée largement par la tyrannie des partis politiques. Je rappelle que le général de Gaulle parlait, lui, du système désastreux des partis qui avait mis la France en panade à la Troisième, Quatrième République. C'était une véritable catastrophe, n'est-ce pas? Il parlait du système désastreux des partis. Mais ce système désastreux est devenu une véritable tyrannie. Il faut distinguer de la dictature. Moi, je n'irai pas plus loin parce que ça devient un peu compliqué peut-être, sauf si vous voulez que je le fasse. Oui, non, mais on pourrait appeler notre système la démocrature, comme beaucoup la signalent. Merci beaucoup, en tout cas, Général Tauzin. Je rappelle le titre de votre livre, Apprends-lui, à aimer la France, à en crever. Voilà, magnifique expression. Et visiblement, ça a fonctionné. Oui, on va montrer la couverture, nous aussi de notre côté. Visiblement, ça a fonctionné pour vous, Général Tauzin. Et puis, on espère que justement, on va transmettre cette flamme aujourd'hui. On parle beaucoup d'amour de la France aujourd'hui. Et peut-être c'est important aussi ce message d'identité, ce message enraciné. Contente de passer ici sur Tocsin. Merci encore, et je rappelle que c'est un livre aux éditions Mareuil. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay. Merci, et on se retrouvera maintenant l'année prochaine, hein,